Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de toujours prendre le rendez-vous de l'environnement sur Eden Télévision, Diaspora FM. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui touche directement notre santé. Oui, la pollution de l'eau au Bénin entre les produits chimiques et les déchets qui finissent dans nos cours d'eau. Une question se pose. Quelles sont, mesdames et messieurs, les conséquences sur les aliments que nous mangeons tous les jours? Quels sont les dangers pour nos produits locaux et comment protéger notre assiette? Pour comprendre les risques et trouver des solutions, nous recevons aujourd'hui pour vous deux invités comme d'habitude sur cette émission. Madame Iliam Ouro-Lohan, bonsoir à vous, madame. Bonsoir, monsieur. Alors Merci vous pour êtes, l'invitation. merci, c'est nous qui vous remercions. Vous êtes ingénieur éco-hydrologue. Oui, c'est bien ça. Merci beaucoup à vous. Naini Hervé Sorotori, bonsoir. Bonsoir, monsieur Arthur. Alors vous êtes spécialiste en sécurité alimentaire et nutritionnelle. Oui, monsieur. Alors, ma première question s'adresse justement à vous. Quand on parle de pollution de l'eau, de quoi s'agit-il concrètement? Merci, monsieur Arthur. Oui. Quand on parle de pollution de l'eau, cela correspond à la dégradation des marigots, des rivières, des fleuves et de la mer par les activités humaines. C'est-à-dire, c'est souvent l'homme qui est à la base de cette dégradation, ça? Tout à fait. Et cela peut varier d'une localité à une autre. Si je prends par exemple le Nord Bénin, où nous avons des marigots, des rivières, le fait de jeter des ordures dans des marigots, des rivières, les gens se baignent également dans ces eaux-là. Ils y font également la pêche. Cela peut contribuer à la pollution de l'eau. Et cette même eau sert par la suite à préparer et à faire beaucoup de choses. C'est ça, c'est ça. Et ici au sud Bénin également, le fait de jeter des déchets au bord de la mer, les eaux usées, tout ça, je pense que ça contribue à la pollution de l'eau. D'accord. Merci. Alors, madame Eliane, oui, voilà ce qu'il a dit, de façon terre à terre. Il a dit que ça dépend du contexte, ça dépend de la zone également, de votre côté. Oui. Vraiment, ce qu'il a dit, il a parlé des déchets. Mais au-delà des déchets, nous avons les grands pollueurs, qui sont les industries, qui jettent dans... Ces industries sont des grands pollueurs? Ils sont les grands pollueurs parce que à la fin de leur processus dans l'industrie, il y a les eaux usées qui doivent être traitées avant d'être rejetées dans l'environnement. Ce qui ne se fait pas, c'est ça? Ce qui se fait rarement ou bien de façon négligente. Et on va voir que l'huilerie, le textile, la brasserie vont rejeter des eaux usées qui ne sont pas traitées dans la nature. Et directement, alors qu'en principe, ces eaux devaient être traitées avant d'être rendues. Traitées par qui déjà? Traitées par l'industrie, parce que c'est une responsabilité sociétale. Toute industrie a le devoir de protéger l'environnement. Et donc, c'est dans la police de leur bonne conduite de traiter l'eau usée avant de le rendre à la nature. Parce que dans le déchet, il y a plusieurs choses. Maintenant, laissons les industries. Nous avons la défécation à l'air libre. Ce n'est pas forcément aller déféquer dans la source d'eau, mais quand on va déféquer à l'air libre, les ruissellements, surtout en saison pluvieuse, vont les transporter dans nos cours d'eau. Maintenant, si on dit que non, il n'y a pas de rivière dans notre nature, donc on ne risque pas de polluer. On pollue aussi l'eau souterraine. Quand le mécanicien va verser peut-être la moteur, ça va s'infiltrer. Donc, on pollue l'eau souterraine. Donc, la pollution de l'eau va au-delà de jeter les ordures, c'est les déchets des industries, les déchets des usines de mines. Lorsqu'on exploite les mines, et on utilise le mercure, le plomb. D'accord. Mais au regard de tout ce que vous êtes en train de dire, est-ce que ça se fait souvent consciemment ou inconsciemment, dans la plupart? Bon, au niveau individuel... Est-ce qu'un individu peut volontairement faire tout ce que vous venez de citer? Au niveau individuel, on peut le mettre sur le compte de l'ignorance. Peut-être on ne sait pas. Mais au niveau d'une entreprise, par exemple, l'entreprise est censée savoir. Parce qu'il y a des responsables qualité. Oui. Alors, Hervé, quelles sont les principales sources de pollution de l'eau? Comme elle vient de le dire, il y a plusieurs principales sources de pollution de l'eau. Qui menacent surtout notre alimentation, parce que c'est la thématique du jour. Oui. Et nous avons l'usage des pesticides et des engrais chimiques qui agissent directement sur la qualité de nos aliments. Comment? Expliquez-nous un peu. Les maraîchers, si déjà l'eau des marigots, des rivières ou des fleuves sont polluées et qu'ils utilisent cette eau-là pour arroser peut-être des plants, je pense que directement ça peut entrer en contact avec l'alimentation. Ok, d'accord. Et à part ça? À part ça, nous pouvons constater également qu'il y a l'usage parfois, d'accord,
les plantes absorbent les eaux polluées. Ce n'est pas directement sur les feuilles que ça peut agir, mais aussi du fait que les plantes absorbent cette eau polluée-là, ça peut agir également sur les cultures. Et avoir de répercussions. C'est ça. Alors, Madame Iliam, de votre côté, les principales sources de cette pollution de l'eau? Oui, comme il a parlé, la menaçant principale... directement quand même notre assiette. L'agriculture est la source qui alimente notre assiette ou bien qui nous fournit la nourriture. Mais c'est l'agriculture en même temps qui est en train de polluer cette nourriture-là que nous tirons de l'agriculture. Quand l'agriculteur va utiliser un pesticide, un fertilisant, il y a les résidus que le sol va accumuler. Et en absorbant, quand les racines vont absorber les nutriments du sol, la plante va absorber aussi ces polluants. Et ces polluants vont rentrer dans la nourriture. Dans les cours d'eau aussi, les poissons vont manger les résidus de polluants que l'eau de ruissellement a amené dans la source d'eau. Du coup, au champ, comme dans la rivière, il y a absorption des polluants. Et le tout va se réunir dans notre casserole et nous allons manger. Nous allons consommer. Oui. Dommage. Alors, mais qu'en est-il de ces produits agricoles arrosés par de l'eau polluée? Quand on va arroser une plante par de l'eau polluée en produits chimiques, on va prendre l'exemple des éléments traces métalliques. Certains vont parler de métaux lourds. Est-ce que c'est d'abord dangereux pour l'homme? C'est dangereux pour l'homme, mais pas directement. Nous avons quelque chose que nous appelons la bioaccumulation et puis la biomagnification. C'est-à-dire? Quand la feuille a quelques milligrammes de cet élément trace métallique, ce n'est pas directement dangereux. Mais le fait de répéter la consommation de cette feuille plusieurs fois, le fait de manger ce poisson-là, qui a déjà pris, quand le poisson va prendre la chaîne alimentaire, le poisson va prendre la feuille ou bien le phytoplancton, le poisson prend la petite quantité là. Maintenant, le poisson prend de différentes petites quantités. Maintenant, moi, je vais prendre beaucoup de poissons. Donc, la concentration augmente au fur et à mesure que nous évoluons dans la chaîne alimentaire. C'est ça qui est maintenant dangereux pour l'homme. D'accord. Eh bien, oui. Vous avez suivi un peu l'explication de... Oui. J'ai suivi, et si je peux ajouter quelque chose, c'est que la contamination est peut-être directement sur les produits végétaux, comme les produits aquatiques, notamment les poissons, parce que la pollution de l'eau, c'est une chaîne, au fait. Quand on parle de la chaîne, ça part directement, comment appelle-t-on? Nous savons ici qu'au Bénin, la Takora est le château d'eau. Toutes les autres rivières prennent leur source là-bas. Et si depuis là-haut, là-bas, c'est pollué, c'est que ça va drainer cette pollution jusqu'ici au sud. Et directement, ça va agir sur les poissons que nous consommons et sur les produits maraîchers également. D'accord, mais est-ce que c'est la faute à la population si je n'ai pas le choix, si je n'ai qu'en face de moi cette eau polluée, est-ce que je n'ai pas le choix, je ne peux que l'utiliser? Je dirais dans ce cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je suppose que vous êtes dans ce cas et vous n'avez qu'à votre disposition de l'eau polluée. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans ce cas, si on n'a que de l'eau polluée, et ce qu'on peut faire, le minimum, c'est de filtrer cette eau. Il peut filtrer cette eau aussi, ils utilisent très souvent des moustiquaires imprégnés. Il peut filtrer cette eau. Il y a aussi des produits, c'est ça? Non. Est-ce que ces produits sont fiables? Pas vraiment. Je ne suggère pas d'utiliser les produits pour purifier l'eau. Très souvent, on dit aquatab. Oui, tout à fait. On parle d'aquatab, on parle de beaucoup de choses. S'ils peuvent respecter les dosages, c'est encore mieux. Mais s'il faut utiliser l'aquatab, ne pas respecter les dosages requis, c'est compliqué. Moi, je dirais c'est qu'il faut arroser, utiliser les moustiquaires imprégnés. Ça va quoique lentement réduire un peu l'eau trouble. Et je pense que ça pourrait le faire. Madame, si je suis en face, je n'ai pas le choix, je ne peux que l'utiliser. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Alors, bon, plusieurs études au niveau de l'université d'Abomey-Calavi ont trouvé des plantes qui sont douées de propriétés d'absorber les éléments traces métalliques. Donc, il est souhaité à chaque fois de vulgariser ces découvertes. Mais parfois, ça reste dans les bibliothèques. C'est maintenant peut-être la responsabilité à ces jeunes-là qui ont fait des études d'aller vers les communautés, d'aller vers les parents pour leur dire que lorsque nous allons mettre ces plantes-là sur notre cours d'eau, ça va absorber au moins une partie de l'élément trace métallique, ce qui rend cette eau moins dangereuse pour nous.
Donc, c'est ce qu'on peut faire pour le moment, ajouter à ce qu'il a dit, de mettre comme barrière les moustiquaires. D'accord. Alors, avant de poursuivre dans les discussions, nous allons suivre cet élément. Il y a quand même le gouvernement qui a essayé de mener des actions pour réguler un peu ce secteur. Nous allons suivre ensemble, nous allons revenir pour les autres échanges. Ce film ne dresse pas un simple bilan. Il raconte une rupture d'un pays qui a décidé que boire de l'eau potable ne devait plus être une chance, mais un droit. En 2016, l'accès à l'eau potable pour tous les Béninois semblait encore un rêve lointain. Le défi était abyssal. Malgré les efforts des gouvernements précédents, des adductions d'eau, des châteaux d'eau et des forages à motricité urbaine se multipliaient. Mais les populations restaient coupées de l'eau potable. À Abomey, des bornes muettes. À Dassazoumé, des installations jamais connectées. À Cotonou, des tuyaux vides. Dans les campagnes, l'eau coûtait cher, imposée par des producteurs privés, sans scrupules. Et dans les hameaux, le marigot était l'ultime recours. C'était difficile. Bien avant, l'eau que nous buvons, c'est l'eau de ruissellement. Il y avait une rivière à côté ici, c'est ça qu'on prend et on ajoute des produits dedans pour que ça soit un peu clair. Après ça, il y avait des privés qui ont fait des efforts personnels dans la zone. C'est ça qui nous a permis aussi d'avoir un peu de l'eau. Mais pour aller prendre ça, c'est difficile. Parfois, les gens ferment leur portail, donc tu es obligé d'attendre aux heures qu'ils veulent avant de nous donner de l'eau. Mais avec ceci, maintenant, je vois que l'accès est facile. Bienvenue dans le Bénin nouveau. Depuis une dizaine d'années, le gouvernement place l'accès universel à l'eau potable au cœur de ses investissements sociaux. Du nord au sud, en zone rurale comme urbaine, des projets structurants ont transformé la réalité. Une seule ambition, garantir l'accès à l'eau potable à tous les Béninois. Fini les micro-projets, place à des grands travaux de réhabilitation et à la construction de nouveaux systèmes d'alimentation en eau potable. En milieu rural, la révolution est totale. En lieu et place des mini-châteaux d'eau et des forages manuels, l'État a opté pour de vastes adductions d'eau multivillages. Aujourd'hui, les promesses ont tenu la route. Avec l'avènement du gouvernement du président Patrice Talon, les actions et les initiatives engagées pour pouvoir asseoir de façon durable une économie résiliente et prospère intègrent un certain nombre de programmes qui ont pour finalité de corriger les inégalités, mais surtout d'accroître le bien-être des populations. Et parmi les programmes et les actions engagées dans ce cadre, le secteur de l'accès à l'eau potable occupe une place prépondérante. Alors, retour sur ce plateau, Madame William, c'est devenu un défi pour le gouvernement de la rupture qui s'investit beaucoup plus depuis plus de 10 ans dans ce secteur. Les efforts sont fournis. Et vos impressions? Bon, les efforts sont fournis, les efforts sont louables, surtout en matière de qualité d'eau potable à boire. Directement, quand on parle de l'eau, nous ne voyons que l'aspect l'eau potable à boire. Notre inquiétude ici, c'est plutôt l'eau pour l'irrigation en agriculture. Il y a un dicton qui dit que même l'eau sale éteint le feu. Du coup, on croit que n'importe quelle eau peut servir en agriculture, alors que la qualité de l'eau en agriculture doit être entretenue. D'accord. Naini, vos impressions par rapport à ce que nous venons de suivre? Ok, merci M. Atu.
Comme on vient de le voir, le gouvernement a déjà fait assez d'efforts, notamment déjà en 2022 déjà. Et le gouvernement, le ministère de la Santé, à travers l'Agence nationale de contrôle de produits de santé et de l'eau, ils ont remarqué que c'est vrai. Ils ont mis à disposition des programmes, notamment le plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau. Mais ils ont remarqué que de la source d'eau à la consommation, l'eau est souvent contaminée. Certes, il y a l'eau de la SONEP qui est là, mais on constate que si les récipients qui s'utilisent pour utiliser cette eau, si c'est des bidons de 25 litres, si ce n'est pas propre, depuis la source à la... C'est ça au fait. Même les pure water qu'on consomme, c'est qu'il faut faire attention. Et si justement, parfois, nous voyons quand même des résidus, des déchets. Tout à fait, tout à fait. Donc, si vraiment il n'y a pas de pratiques d'hygiène, c'est un peu compliqué. L'État fait ce qu'il peut faire, mais les citoyens doivent vraiment prendre des pratiques. C'est ça. Madame William, je suis bien tenté de m'intéresser aux risques sanitaires de cette consommation d'eau impropre. La consommation d'eau impropre nous expose à plusieurs risques. Le plus basique, c'est le choléra. Le plus basique, c'est le choléra. Mais il y en a plein d'autres derrière et le choléra dont nous chantons chaque jour. Alors, lorsque nous allons consommer une eau qui est impropre, l'eau est impropre en quels termes? Nous avons la qualité microbiologique et la qualité physico-chimique de l'eau. La qualité microbiologique, lorsqu'on a les pathogènes qui sont souvent véhiculés par le manque d'hygiène. Et lorsqu'on consomme l'eau. Par exemple, il a parlé des bidons de 25 litres. Donc on parle des récipients, le contenu. Oui. Lorsqu'il y a des biofilms, les parties vertes là, que nous voyons dans les bidons d'eau, c'est déjà une source de contamination. On doit tenir compte, on doit s'inquiéter, mais on ne s'inquiète pas. On continue à faire avec. Et maintenant, la qualité physico-chimique de l'eau. Lorsque, par exemple, quelqu'un fait son forage à la maison, il n'a pas étudié la qualité physico-chimique. Est-ce que c'est dosé en plomb? On ne sait pas. Est-ce que c'est un milieu ferreux? Il ne connaît pas la couche géologique. Il a fait son forage. Ce forage la transporte des éléments physico-chimiques qui sont peut-être exagérés pour la santé d'un enfant ou bien d'un adulte. Il n'a pas cherché à savoir. N'étant pas spécialiste, n'étant pas... comment est-ce que nous pouvons savoir que... C'est parce que nous ne prenons pas connaissance du code de l'eau. Parce que est-ce que vous êtes d'accord que parfois l'eau peut être visiblement propre, mais en principe être polluée? Oui, une eau incolore n'est pas synonyme d'une eau potable. Une eau incolore n'est pas synonyme d'une eau potable. Elle peut être claire, nette, limpide, avoir un bon goût. Mais derrière, nous avons des éléments physico-chimiques qui sont dangereux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous nous conseillez? À chaque fois que quelqu'un fait son forage à la maison, la personne doit aller demander à faire la qualité de cette eau-là. Il a parlé des pure water là. Moi, je les appelle les pure water. Parce que... Pourquoi? Quelqu'un fait son forage, il ne fait pas les analyses physico-chimiques, il ne fait pas la qualité microbiologique, il le met en sachet. Maintenant, l'employé qui met l'eau en sachet aussi ne respecte pas les mesures d'hygiène. Pas de gants, pas de... rien du tout. Ils ne comprennent pas, ils disent que ça c'est pour les blancs. Et ils foutent tous les microbes dans l'eau. Pour le vendre, la bonne dame aussi, avec la main qui touche tout, on te donne cette eau-là en circulation. Toi-même, depuis le matin, tu serres la main à tout le monde et tu transportes beaucoup de pathogènes sur ta main. Et parfois on transpire également, c'est des usines. Et on prend ça. Donc cette eau, vraiment, à la fin, ça devient une bombe. Donc la qualité de l'eau est en danger. Nous devons nous-mêmes prendre ça sur nous, de veiller à la qualité de l'eau que nous consommons. Directement ou indirectement. Nous devons y veiller, comme elle a dit. Oui, M. Arthur, et je suis très content de cette question, la qualité sanitaire. Il faut qu'on retienne que c'est différent de la sécurité alimentaire. Quand on parle de ce qui est sanitaire, il y a 3 niveaux à retenir. Nous avons d'abord le risque, vous avez parlé des risques. Il y a physique, chimique et microbiologique. Quand on parle des risques physiques, c'est de retenir, par exemple, dans de l'eau, il peut y avoir... des cheveux, d'accord? Il peut y avoir des cheveux, des petits cristaux, les pierres, au fait, des cailloux, d'accord? Dans cette eau-là qu'on ne peut pas voir à l'œil nu.
des précautions à prendre, c'est que pour faire la cuisine Justement, déjà... quelles sont les précautions? Pour faire la cuisine, les femmes déjà, il faut d'abord voiler la tête. Ça va réduire déjà le risque à ce que les cheveux tombent dans de l'eau. Oui, c'est ça. Trier bien les céréales pour que les cailloux ne soient pas vraiment... voilà, ça va réduire. Et quand on prend le côté chimique, ça va partir des producteurs. Éviter vraiment d'utiliser les pesticides et les engrais chimiques parce que directement, en fait, ça impacte l'alimentation. Également, le côté microbiologique. À ce niveau, nous avons le risque des bactéries, des virus, d'accord, qui peuvent agir sur l'alimentation. On peut rapidement avoir la diarrhée, pourquoi pas. Tout à fait, oui. Elle a parlé de ça tout à l'heure. Mais à part la diarrhée, est-ce que nous avons d'autres... Les allergies. Les allergies. Les allergies. Les démangeaisons. C'est ça, les maux de ventre atroces. Donc voilà un peu les risques auxquels on peut s'attendre pour cela. D'accord. Ok. Face à tout ceci, quels sont les conseils que vous avez à l'endroit de tous ceux qui nous suivent, nos téléspectateurs et puis nos auditeurs? Merci. Déjà, ce que nous pouvons suggérer comme approche de solution, c'est d'abord les pratiques d'hygiène. Et bien se laver les mains correctement, à l'eau et au savon avant de manger, c'est très important. Non seulement ça, la conservation de nos aliments. On doit se rassurer que les aliments sont conservés dans un endroit adéquat, non pollué. Et laver correctement les aliments avant de les consommer. Quand bien même il y a les pesticides dont on parle, il faut quand même bien laver les aliments avant de les manger. L'autre chose, c'est le poisson. Les poissons que nous consommons. Et si c'est quand il vient de quitter le congélateur, c'est pas bien de le consommer directement. Il faut quand même attendre que l'eau glacée s'appâte un peu, bien laver ce poisson-là correctement. À l'intérieur surtout, il peut avoir des petites pierres, des résidus. Se rassurer que c'est bien lavé avant de consommer. Oui. Alors, d'accord. Madame Iliam, quel rôle peuvent jouer les producteurs et les autorités publiques dans cette affaire? Les producteurs... Parce que là, nous venons de parler de nous, notre responsabilité. Mais à part ça, les autorités, est-ce qu'elles n'ont pas également une responsabilité? Les autorités ont leur responsabilité, bien sûr, parce que lorsque nous parlons de la pollution, peut-être pas les fertilisants, c'est les autorités qui autorisent certains fertilisants à rentrer dans le pays. Et lorsqu'on veut prendre le problème depuis sa source, c'est peut-être d'interdire ou bien de contrôler, réguler tous les fertilisants qui rentrent sur le territoire pour amoindrir le risque de contamination de l'eau de surface comme de donc peut-être renforcer la sécurité, parce que malgré tout national, il y a quand même certains qui s'infiltrent. Il faut renforcer la sécurité et puis appliquer vraiment la loi, le code de l'eau, parce qu'il y a quelque part, on dit le pollueur doit payer. Si les industries étaient vraiment confortées à cette loi, n'allaient pas relaguer dans la nature de l'eau usée. Je reviens un peu sur la question si on est juste exposé à la diarrhée et puis le choléra en utilisant l'eau polluée. Lorsque nous prenons l'exploitation de l'or au nord, l'utilisation du mercure et du plomb qui vont rentrer dans la source d'eau, ce sont des sources cancérigènes, donc extrêmement dangereux. Extrêmement dangereux. Donc l'eau polluée peut nous exposer au cancer, aux maladies comme la fièvre typhoïde. Donc c'est vraiment sérieux l'affaire de l'eau qui doit être consommée et l'eau qui doit être utilisée en agriculture. Nous ignorons l'origine parfois. Nous ignorons souvent l'origine de ces mots parfois. Si nous prenons l'exemple du champignon, pour savoir si le champignon est consommable, on voit là où les mouches ne viennent pas. Et on sait que c'est inconsommable. Maintenant, nous, les agriculteurs, nous allons prendre quelque chose pour arroser nos plantes, pour empêcher les insectes de venir là-dessus. Si les insectes ne viennent pas là-dessus, ça veut dire que c'est plus consommable. Mais les humains, maintenant, vont prendre et mettre dans leur assiette pour manger. Donc, nous allons éveiller un peu la conscience des agriculteurs à imaginer un temps soit peu que même s'ils produisent quelque chose à côté pour eux-mêmes, et c'est ce qui est commercial, ils font comme ça, il y a un de leurs parents qui va l'acheter en ville et ils mettent vraiment la vie des gens en danger. Allez, Hervé, oui. Quelles sont les responsabilités des autorités? Bon, comme je le disais précédemment, l'État a déjà fait de grands efforts, notamment par son plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau au Bénin. Je pense qu'il faut renforcer cela. Et ce que je peux dire, ce que l'État peut faire, comme je l'ai dit, la pollution de l'eau, c'est une chaîne. Il faut partir de la source. Et ici au Bénin, comme je l'ai dit, le château d'eau du Bénin, c'est la Takora. C'est de vraiment sensibiliser
d'accord, sensibiliser vous êtes vraiment. issu de la Tagora, bien sûr. Tout à fait, tout à fait. C'est de vraiment faire une sensibilisation, les marigots, les rivières là-bas, éviter de polluer ça. Parce que si c'est pollué, l'eau sera drainée jusqu'ici au sud. On va consommer cette Nous eau. allons subir. C'est ça, en fait. Donc, tout part, au fait, de la chaîne. Donc, le château d'eau, vraiment, si on peut renforcer un peu et le contrôle là-bas, la sécurité, par exemple, interdit de jeter les déchets dans les marigots, les rivières, éviter à ce que les gens se lavent dans cette eau-là, qu'ils utilisent cette eau pour boire. Je pense que ça va réduire, quoique lentement, la pollution au Bénin. Parfait. Merci. Nous allons faire un dernier tour de table, Madame Eliam. Pollution de l'eau, ses impacts sur la qualité des aliments. Qu'est-ce que vous avez à dire pour résumer? Bon, pour résumer, je pars encore un peu en arrière pour interpeller les éleveurs d'animaux qui amènent les animaux à boire, à s'abreuver dans les cours d'eau et ils défèquent aussi dans ces cours d'eau. Oui. Donc, nous les interpellons qui mettent notre santé vraiment en danger. Et puis, revenons sur la qualité de l'eau sur nos aliments. Et nous interpellons aussi nos frères qui font des systèmes d'acadia sur les cours d'eau. C'est une source de pollution aussi. C'est une source de pollution. Et nous les interpellons à réduire un peu cette pratique-là. Mais c'est leur business. C'est leur business, mais eux-mêmes, ils peuvent remarquer que la taille de maturité des poissons d'antan n'est plus la taille de maturité des poissons de maintenant. C'est eux-mêmes qui ont réduit cette taille de maturité et ça ne les arrange vraiment pas. Donc, il faudrait qu'ils fassent l'effort et au niveau des poissons et au niveau des paysans qu'ils diminuent un peu les fertilisants très chimiques et pensent aux biofertilisants et que les universitaires aussi s'approchent des populations pour divulguer les découvertes parce qu'actuellement il y a beaucoup de découvertes qu'on peut mettre à la disposition de la population. Techniques également. Plusieurs techniques, des techniques de bioremédiation, des techniques de biofertilisation qu'on peut mettre à la disposition de la population pour réduire la pollution. Et à nous maintenant de faire attention, de pratiquer l'hygiène comme il le faut. Merci beaucoup à vous. Hervé, oui, pour finir. Pour finir, M. Atu, merci. Je pense qu'on a assez parlé des producteurs, de ce que les autorités peuvent faire. Mais moi, j'aimerais m'appuyer sur les citoyens que nous sommes. On a une grande responsabilité, notamment nos sœurs, nos mamans qui vont souvent à la cuisine. Il y a une pratique très courante. On va remarquer que nos ongles, souvent, on ne les taille pas bien, on ne les lave pas. Et s'il y a des saletés dans des ongles, qu'on lave de riz, par exemple, les ongles ou bien les saletés à l'intérieur peuvent rapidement polluer l'eau, ce qui concourt au risque physique. Donc je pense qu'il faut vraiment prendre des responsabilités. Les récipients, bien les laver avant d'aller à la sonnette. S'il faut peut-être prendre des bidons pour aller au niveau d'un château d'eau pour puiser, il faut se rassurer que le bidon est bien lavé. C'est très important. D'accord. Allez, merci beaucoup à vous. Hervé Naeni Sotori, merci pour votre disponibilité. Toujours un plaisir. Je rappelle que vous êtes spécialiste en sécurité alimentaire et nutritionnelle. Merci beaucoup à vous. Tout le plaisir pour moi. Madame Eliam Oro-Laurent, merci beaucoup également à vous. Ingénieur éco-hydrologue, merci pour votre disponibilité. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. L'émission a été réalisée par toute une équipe. Rebecca Ougou, Emmanuel Agbodjelo, Arissou Alicia, Espérance Adjibi, Modeste Ondé-Kondi, lui c'est le community manager. Merci de nous avoir suivis et à très vite pour un autre numéro de votre émission Au cœur de l'environnement.